Vous ouvrez les yeux. Il fait nuit noire. Pas de mur autour de vous. Pas de porte. Pas de serrure. Pas même de chaussures aux pieds. Et à une quarantaine de mètres, une créature armée de griffes de 15 centimètres se demande si vous feriez un bon dîner. Bienvenue dans la vie de tout être humain ayant vécu avant environ 10 000 ans. Un monde où nous n'étions pas au sommet de la chaîne alimentaire. Un monde où nous étions simplement au menu, quelque part entre l'antilope et le zèbre. Et pourtant, nous voilà 8 milliards d'individus. Nos ancêtres, ces créatures lentes, sans griffes, presque nues, ont survécu à des centaines de milliers d'années, passées au milieu d'animaux conçus, presque à la perfection, pour les anéantir. Comment ont-ils fait? La réponse est bien plus fascinante qu'on ne l'imagine, car ce n'est pas un seul facteur qui nous a sauvés, mais un empilement d'adaptations, de comportements et d'inventions sociales, accumulés sur un temps quasi inconcevable. Commençons par poser le décor. Il y a 2,5 millions d'années, les premiers représentants du genre Homo étaient petits, fragiles, sans maîtrise du feu, sans outils élaborés, sans langage structuré. Biologiquement, ils appartenaient à la catégorie des proies, et les prédateurs de l'époque n'avaient rien à voir avec les lions et léopards que nous connaissons. Ils étaient bien pires. Une hyène préhistorique, Pachycrocuta, atteignait la taille d'un lion et pouvait broyer un fémur d'éléphant. Des félins à dents de sabre portèrent des canines de près de 30 centimètres. Des ours des cavernes se dressaient à plus de 3 mètres sur leurs pattes arrière. Et en Nouvelle-Zélande, un aigle géant chassait des proies de la taille d'un homme. Ces créatures vivaient exactement là où nos ancêtres devaient s'installer, près des points d'eau où tout le monde, prédateur comme proie, finit toujours par se croiser. Alors comment n'avons-nous pas disparu dès les premiers 100 000 ans? La première réponse tient en un mot, le groupe. Vivre en collectif est l'une des plus anciennes stratégies de survie du règne animal. Statistiquement, un prédateur qui hésite entre un individu isolé et un groupe de 25 personnes armées de pierres et hurlant en avançant vers lui, choisit presque toujours de rebrousser chemin. C'est ce qu'on appelle l'effet de dilution. Le risque individuel diminue mécaniquement dès qu'on est nombreux. Mais il y a plus. Les groupes pouvaient repousser activement une menace en criant, en frappant des objets, en avançant ensemble. Et surtout, la plupart des grands prédateurs détestent le risque. Une blessure, même légère, peut les empêcher de chasser pendant des semaines et les condamner à mourir de faim. Face à une résistance collective bruyante, le calcul coût-bénéfice bascule presque toujours en faveur de la fuite. Puis vient l'élément qui a tout changé, le feu. Presque tous les grands prédateurs terrestres portent une peur instinctive du feu, gravée profondément dans leur système nerveux, héritée d'un monde où les incendies naturels étaient une menace imprévisible et incontrôlable. Quand un prédateur approche d'un feu de camp, son instinct ne lui dit pas d'explorer, il lui dit de fuir. Grâce au feu, la nuit, jusque-là la période la plus meurtrière, est devenue supportable. Le sommeil, autrefois un moment de vulnérabilité extrême, a pu être organisé par tour de garde. Et les bénéfices ne s'arrêteront pas là. La fumée éloignait les insectes porteurs de maladies, la cuisson tuait les parasites, le feu durcissait les pointes de lance. Avant le feu, le monde nous arrivait dessus. Après le feu, nous avons commencé à agir sur le monde. Le sommeil mérite qu'on s'y arrête. 8 heures par nuit, un tiers de notre vie, complètement inconscient. Avant la maîtrise durable du feu, la solution la plus courante était simple, prendre de la hauteur. Comme les chimpanzés aujourd'hui, qui construisent chaque soir un nid en hauteur, nos ancêtres dormaient probablement dans les arbres, hors de portée des lions et des hyènes. Mais pas des léopards, redoutables grimpeurs dont on a retrouvé des restes d'hominidés jusque dans leurs repères en hauteur. Les grottes, elles, offraient un abri défendable, mais posaient un autre problème. Elles étaient aussi le repère favori des grands carnivores. Le registre archéologique montre des sites où humains et prédateurs se sont succédés, génération après génération, dans les mêmes cavités. Vient ensuite ce qui nous distingue vraiment, le langage. Avec un langage complexe, capable de décrire l'absent, d'avertir du danger, de transmettre une expérience, la connaissance cesse de mourir avec l'individu. Un jeune n'a plus besoin de croiser lui-même un léopard
pour comprendre le danger qu'il représente. On peut le lui raconter. Cette connaissance s'accumule, se transmet, se perfectionne sur des générations. Les prédateurs avaient des crocs, des griffes, de la vitesse. Les humains avaient une mémoire collective en expansion perpétuelle. Sur la durée, ce n'était pas un combat équilibré. Puis vint la lance. Les plus anciennes retrouvées, à Schöningen en Allemagne, ont environ 400 000 ans. Ce ne sont pas de simples bâtons taillés, mais des objets pensés pour voler droit, lestés vers l'avant. Grâce à elles, un être humain pouvait désormais blesser un prédateur à distance, sans jamais entrer dans la zone de portée de ses griffes. Et les prédateurs, animaux capables d'apprentissage, ont fini par associer les groupes humains armés à un danger à éviter. Peu à peu, la peur a changé de camp. Les écologistes parlent de « paysage de la peur ». Les proies ne réagissent pas seulement à un prédateur présent. Elles cartographient mentalement le danger sur tout un territoire. Les humains ont fait la même chose, mais collectivement, en partageant leurs observations par le langage, cette vallée est sûre en été. Ce point d'eau est fréquenté par les lions en fin de saison sèche. Peu à peu, l'espèce a cessé de simplement naviguer dans ce paysage de la peur. Elle a commencé à le redessiner, en utilisant le feu pour chasser les prédateurs de certains territoires, en éliminant leurs tanières, en étendant son propre espace. Il faut aussi mentionner une arme secrète, purement biologique, notre endurance. Un lion pointe à 60 km/h. Un humain, même au sommet de sa forme, plafonne autour de 45 pour quelques secondes à peine. Mais demandez à un lion de courir plusieurs heures en pleine chaleur. Il mourra d'un coup de chaleur avant vous. Les humains font partie des rares mammifères capables de chasse à l'épuisement grâce à une transpiration répartie sur presque tout le corps et une bipédie remarquablement économe en énergie. Nous sommes, au sens le plus littéral, des machines d'endurance. Vers 50 000 ans avant notre ère, tous ces éléments avaient convergé. Langage pleinement développé, structure sociale complexe, pensée symbolique, planification à long terme. Les peintures rupestres n'étaient pas de simples décorations, mais des outils de transmission du savoir. Les groupes humains coordonnaient désormais des chasses à grande échelle, rabattaient des troupeaux entiers et surtout se mirent à chasser directement les grands prédateurs, pas seulement pour se défendre, mais, semble-t-il, avec une intention presque symbolique. Nous n'étions plus des proies. La fin de cette histoire porte une note plus sombre. Le mammouth laineux a disparu. Le tigre à dents de sabre a disparu. Le paresseux géant, le lion des cavernes, l'ours des cavernes, tous disparus, à chaque fois peu après l'arrivée de l'humain moderne sur leur territoire. Le climat a joué un rôle, certes, mais une seule variable revient systématiquement, sur tous les continents, à chaque époque. Nous. Ces espèces avaient survécu à des ères glaciaires et à des cataclysmes volcaniques. Elles n'ont pas survécu à nous. Non pas parce que nous étions plus forts, plus rapides ou mieux armés naturellement, nous ne l'étions pas, mais parce que nous avions le langage, le feu, la lance, le savoir accumulé, la coopération sociale et la capacité terrifiante d'apprendre plus vite que l'évolution ne pouvait s'adapter. Nous n'étions ni les plus grands, ni les plus rapides, ni les plus forts. Nous sommes simplement devenus, tranquillement, la chose la plus dangereuse à avoir jamais marché sur cette planète, et les prédateurs n'ont compris ce qui leur arrivait que bien trop tard pour l'éviter.